Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la situation économique est désastreuse dans les régions anglophones, confrontées à une crise sociopolitique et des violences meurtrières entre les exactions des bandes armées, le couvre-feu et le renforcement du dispositif sécuritaire. Des populations et opérateurs économiques expriment leur désarroi et exaspération face à l'enlisement de la crise anglophone. Le président de la République du Cameroun a-t-il radicalement endossé le costume d'homme lion au lendemain de la tentative de coup d'État du 6 avril 1984? L'attitude de Paul Biya, ses méthodes de gestion ont-elles été influencées par ces événements survenus au Cameroun? En ouverture dans ce journal, la classe politique qui a vécu ces tristes événements du 6 avril 1984 analyse et décrypte l'attitude du chef de l'État avant ces événements et juste après ces événements survenus il y a près de 34 ans, avec la gestion et la méthode du renouveau à la tête du Cameroun depuis une trentaine d'années. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. 34 ans après la tentative de coup d'État survenue au Cameroun, le président de la République a-t-il radicalement changé? Paul Biya a-t-il endossé son costume d'homme lion? S'est-il enfermé dans une tour d'ivoire, lui qui, juste après son accession à la magistrature suprême, était visible dans tous les différents chefs-lieux du Cameroun? Il allait à la rencontre des Camerounais juste après le coup d'État manqué du 6 avril 1984. L'attitude, les méthodes de management du chef de l'État ont-elles radicalement changé? La classe politique apprécie bien sûr la méthode de Biya au courant de ces années de 1984 et ces tristes événements survenus du côté de Yaoundé. Évocation avec Gizogo. 34 ans après la tentative de coup d'État du 6 avril 1984, Maïdadi Seydou, alors jeune cadre à la Société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua, Semri Amaga dans l'extrême nord Cameroun, se souvient de l'atmosphère qui régnait ce jour. Comme tous les autres Camerounais, personne ne savait ce qui se passait. Toute la matinée, c'était la musique militaire à Radio Yaoundé, RFI avait également parlé de confusion, qui avait des tirs toute la nuit à Yaoundé, etc. On ne savait pas exactement ce qui était en train de se passer. Sur les suites de ces événements et à propos de Paul Biya, au sujet duquel d'aucuns ont souvent affirmé qu'il y aura eu un Paul Biya d'avant le 6 avril 1984 et un autre après cette date, Maïdadi Seydou soutient qu'il n'en est rien. Personnellement, je ne le crois pas. Je pense que Biya est resté le même. Le Biya d'avant 84 est le même que celui qui a eu avant 84. Tout au plus concède-t-il ce qu'il considère comme une illusion des premiers jours après l'arrivée de Paul Biya à Etoudi. Peut-être que le premier jour, comme il venait juste d'accéder à la magistrature suprême, il devait rassurer surtout ceux qui étaient proches de Aïdjo. Il fallait absolument les rassurer. Il ne pouvait pas montrer son vrai visage. Je pense que son vrai visage a commencé à ressortir par la suite. Mais au total, le cadre de l'UNDP convoque le jugement d'un ancien proche du président de la République pour conclure définitivement que son trait de caractère premier, à savoir le désintérêt pour les préoccupations des populations et un fort attachement à la consolidation de son pouvoir, sont restés constants de tout temps. C'est que Sengako, qui était très proche du président Biya et qui l'a bien connu, a dit au moment de leur séparation que effectivement en 82, l'échec de Paul Biya n'était pas prévisible. Et il a continué en disant que, mais à l'usure du pouvoir, ces prédispositions naturelles qui étaient restées jusque-là à l'état latent ont fini par prendre le dessus. Ça, c'est de François Sengako. Pour Maïdadi Seydou, il faudra bien attendre que les acteurs aujourd'hui au pouvoir quittent la scène politique
pour que de telles versions de faits tendant à présenter Paul Biya sous un autre jour soient en définitive battues en brèche. Aujourd'hui, le président de la République du Cameroun est confronté à une grave crise anglophone. Celle-ci impacte sur la situation économique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cas d'illustration à ECOC, là où le couvre-feu, la multiplication des exactions, le renforcement du dispositif sécuritaire impactent sur les activités économiques. Population et commerçants se plaignent de cette situation et ce climat d'insécurité. Ils sont exaspérés face à l'enlisement de la crise anglophone. Un grand reportage réalisé à ECOC, ville frontalière avec le Nigeria. C'est avec nos envoyés spéciaux Eric Martial Ndjomo et Innocent Abega. Ville frontalière entre le Cameroun et le Nigeria, ECOC comptait jusqu'au début de la crise anglophone près de 1000 habitants. ECOC, ville cosmopolite avec des populations issues des deux pays, est située dans l'arrondissement de Yumodjok, département de la Magno, région du sud-ouest. Ici, les monnaies camerounaises et nigérianes sont utilisées allègrement dans les échanges commerciaux. Un produit acheté peut être ainsi réglé en francs CFA ou en naira. Les véhicules des deux pays circulent aussi sans heurts dans cette ville frontalière, portant chacun l'immatriculation de son territoire. La ville d'ECOC est aussi un grand espace économique où s'écoulent de nombreux produits en provenance du Nigeria et de l'intérieur du Cameroun. Les ressortissants des deux pays y cohabitent donc en peuple frère et amis. Nous sommes bien, nous n'avons aucun problème, nous sommes un. La crise anglophone impacte énormément cette ville frontalière tant sur le plan économique que social. À ECOC, les affaires prospéraient. Mais en raison de la crise actuelle, nous sommes affectés. Les gens ont peur de voyager. Avant, les voyages entre le Nigeria et le Cameroun se faisaient de jour comme de nuit. Mais actuellement, les activités se déroulent uniquement en journée. Dès 18 h, la frontière est fermée. Les Nigérians doivent rentrer au Nigeria avant la fermeture. Ce bar, par exemple, était auparavant ouvert de 6 h à 6 h. De nombreuses attaques sécessionnistes en vue de faire de cette ville une base arrière des activistes anglophones ont été enregistrées depuis près d'un an. Pour contrer d'autres attaques, le gouvernement camerounais a décidé de militariser la ville. Les symboles de l'armée sont souvent la cible des sécessionnistes. Alors que 18 h, heure de Yaoundé et heure d'ECOC, où nous nous trouvons approche inexorablement, l'on vit le spectacle qui est décrit au quotidien dans cette ville frontalière entre le Cameroun et le Nigeria. Simplement, à l'approche de cette heure, les commerçants et tous les habitants qui se trouvent de l'autre côté du Nigeria s'attellent à rentrer. Question que le couvre-feu ne les trouve pas en territoire camerounais. Idem pour les Camerounais qui quittent rapidement la place publique pour regagner leur domicile. Voilà l'ambiance à ECOC depuis le début de la crise anglophone. Une ville qui s'est métamorphosée, une ville qui s'est adaptée à ce contexte de crise et qui, malgré son côté cosmopolite, continue à exister malgré tout. Pour Equinox Télévision, envoyés spéciaux à ECOC, Innocent Abega, Mimi Mefo. Derrière ce micro, je suis Eric Martial Ndjomo. Restons dans le chaudron de la crise anglophone où le principal parti de l'opposition a obtenu 7 sièges de sénateurs dans la région du Nord-Ouest. Ces parlementaires élus appréhendent déjà l'ampleur de leur mission à la Chambre haute du Parlement, à savoir défendre les intérêts des collectivités territoriales décentralisées sur le théâtre d'une crise anglophone. Stella Mbou et Sylvestre Hippolyte Zangao. Un toast pour célébrer son élection comme première femme sénateur élue dans la région du Nord-Ouest. C'est en famille que Emilie Nkeze a attendu la proclamation des résultats des sénatoriales 2018. Le verdict pour la région du Nord-Ouest a produit ce résultat. Passé l'euphorie, Emilie Nkeze
pense déjà à la tâche qui l'attend, en qualité de sénateur du Nord-Ouest. Nous ne prétendons pas changer le Cameroun d'un coup de bâton magique, mais nous allons travailler à impulser ce changement. Tout ne se fera pas en un jour. À mon niveau, je créerai cet impact, bien évidemment avec mes autres camarades. La région du Nord-Ouest tient donc ses premiers sénateurs élus. Ils sont 7 au total, sur qui les attentes des populations des différentes municipalités de la région reposent désormais. Nous attendons beaucoup de ces sénateurs dans le Nord-Ouest, surtout avec cette crise anglophone et toutes ces personnes qui ont été arrêtées. Il faut tout faire pour apaiser les cœurs et travailler pour la jeunesse et la condition des femmes. Contrairement à 2013, le RDPC n'enverra pas de sénateurs du Nord-Ouest au Parlement. Mais les militants du Parti de la Flamme, dans cette région, espèrent que les sénateurs du SDF vont œuvrer pour la paix et le développement. Je ne peux que féliciter le SDF. Maintenant, ce ne sont plus les sénateurs du RDPC qui seront au devant de la scène dans notre région. Nous voulons que ces sénateurs travaillent pour la paix et la démocratie. Comme des maçons au pied du mur, les 7 sénateurs élus dans la région du Nord-Ouest sont attendus sur le terrain des réalisations durant les 5 prochaines années. Se dirige-t-on vers une mort programmée du Centre africain de recherche sur bananiers et plantains installé à Djombe? Ce centre traverse des champs de turbulence entre crise de gestion et mauvais traitement salarial. Des grognes sociales se multiplient au cœur de ce dispositif indispensable pour le développement agricole et la sécurité alimentaire dans la sous-région Afrique centrale. C'est une enquête signée Jacques Molon et Gladys Sidier. En rang serré, ils avancent en tenant des chants de ralliement. Ils sont à leur 10e mois de salaire impayé. Les employés du Centre africain de recherche sur bananiers et plantains sont à bout. Après de multiples promesses infructueuses de la part de leurs employeurs, ils ont fait un sitting au siège de l'entreprise. C'est une situation inconfortable dans laquelle nous nous trouvons actuellement, parce que rester 9 mois sans salaire, c'est pas facile pour quelqu'un de vivre. Nous sollicitons vraiment l'appui des autorités, l'intervention immédiate des autorités pour que cette situation trouve une solution. Pour que nous ayons au moins nos salaires et voir comment dans l'avenir nous pouvons vivre de façon sereine. La situation découle d'une mauvaise gestion selon les grévistes et du non-respect de leur statut de chercheurs. Les statuts n'ont jamais été respectés. Donc nous les ouvriers, les employés du Cameroun, on demande qu'on respecte les statuts. Et en plus, il y a l'administration a des salaires exorbitants. L'administration gère beaucoup plus avec des salaires exorbitants, alors que les acteurs de la recherche proprement dit sont laissés à eux-mêmes. Et vous voyez un nombre d'associations qui sont dans les 700, 1 million, voire 2 millions, voire 3 millions de salaires, alors que les chercheurs qui écrivent des projets se retrouvent dans 200, 250 000. C'est dû à une mauvaise gérance, puisque si déjà nous sommes en 9 mois, pourquoi est-ce qu'on a attendu que ce manque de salaire arrive jusqu'à 9 mois? Alors on dit que quelque part, il y avait une mauvaise gérance. Et ça a poussé les bailleurs de fonds même de se retirer. Le secrétaire général du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation n'a pas pu convaincre les grévistes. Ces derniers campent sur leur position. Pas de salaire, pas de reprise du travail. La renationalisation du secteur névralgique de l'eau pose déjà ses premiers problèmes, ceux relatifs à la dette sociale de la CDE. Au moment de la clôture du contrat d'affermage avec les Marocains, le ministre de l'eau a été dépêché à Douala pour pouvoir examiner ce problème qui agite déjà quelques tensions sociales au sein de cette entreprise. Des précisions avec Flavien Valondongo. À 3 semaines de la clôture du contrat d'affermage de la CDE, l'épineuse question de la dette sociale qui agitait les tensions au sein de l'entreprise vient d'être dissipée par le ministre de l'eau et de l'énergie. Nous sommes venus tout simplement rassurer le personnel de CDE
qu'à partir du 2 mai, ils vont basculer à la CAM Water. Et que dans le cadre de cette opération, leurs intérêts sont préservés et garderont leur salaire et garderont leurs avantages. Pour sa première visite de travail à Douala, Gaston Elundu Essomba a choisi un cadre restreint pour rencontrer les délégués du personnel de la structure et leur dire qu'ils sont des futurs employés de la CAM Water. Le chef de l'État a donné des instructions claires. Il a mis à notre disposition les moyens afin que la période de transition soit assurée, notamment dans le paiement des salaires des 2 premiers mois. Une nouvelle confirmée par le porte-parole des délégués du personnel de la CDE. Le ministre a entendu, à travers la CDE, apporter des solutions à pratiquement tous les problèmes. La cérémonie des médailles, par exemple, qui est en suspens, sera organisée dans les prochains jours. Tout va dépendre de la trésorerie de l'entreprise. Les congés, ça va se gérer entre les 2 entreprises. Et puis, les avancements, la reconstruction de carrière de ceux qui ont ce problème-là va se faire dans le cadre des comités conjoints mis en place entre les 2 entreprises. Alors, la transition, les droits ne posent pas de problème parce qu'on nous parle de continuité. Ça veut dire que nos anciennetés sont préservées et les salaires actuels seront payés à la CAM Water. Il y avait des soucis, on avait des soucis, mais avec l'intervention du ministre, il a pu désamorcer la bombe. Dès le 2 mai prochain, la production, la distribution et la commercialisation de l'eau potable au Cameroun reviendront exclusivement à la CAM Water. Rappelons que la fin du contrat d'affermage liant l'État du Cameroun à la CDE a été décidée par le chef de l'État, c'était en mars 2016. Et depuis cette décision, un comité a été mis en place pour gérer la transition qui, selon le ministre de l'Eau et de l'Énergie, doit se dérouler sans secousse. Le gouvernement est donc engagé dans une course contre la montre. Cette volonté de reprendre en main le secteur névralgique de l'eau est confrontée à des équations à plusieurs inconnues. L'entreprise publique CAM Water a-t-elle les compétences techniques et managériales pour assurer toute seule la production et la distribution de l'eau au Cameroun, un pays confronté à un grave déficit en eau potable? Élément de réponse dans ce reportage de François Dikoumet et Xavier Foka. La renationalisation de la distribution de l'eau reste encore une équation à plusieurs inconnus au Cameroun. Après 2 mois de la fin du contrat d'affermage avec la Camerounaise des eaux, des concertations se multiplient entre Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie, et les directeurs généraux de la Camerounaise des eaux et la CAM Water. En principe, à partir du 2 mai 2018, l'entreprise CAM Water doit désormais assurer la production et la distribution de l'eau aux Camerounais. Aucune déclaration officielle n'a été faite au terme de cette rencontre. Pourtant, les Camerounais s'interrogent sur les capacités techniques et managériales dont dispose CAM Water pour gérer tout le secteur de l'eau au Cameroun. Au sortir des travaux, le ministre n'a pas souhaité s'exprimer sur la question, alors que l'on sait qu'au Cameroun, avoir une eau de bonne qualité est devenu un luxe pour de nombreuses familles. Le secteur de l'eau accuse dans la ville de Douala par exemple un déficit d'environ 250 mm3 d'eau par jour. 4 mois après la promesse présidentielle, le gouvernement annonce le déblocage de 32 milliards de francs CFA pour l'apurement de la dette antérieure. Cependant, des spécialistes des questions économiques déplorent une enveloppe insignifiante au regard de l'ampleur de cette dette due aux petites et moyennes entreprises au Cameroun. François Dikoumet et Auréole Tchoumi. La mort proclamée des petites et moyennes entreprises vient d'être officialisée par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire selon des experts. Le communiqué rendu public par Lupol Motazé laisse planer le doute sur l'audit annoncé au Cameroun Business Forum. Pour Nyunai, au-delà du merci, subsiste l'inquiétude. Aujourd'hui, nous voyons qu'on est sorti sur 750 milliards. On nous donne 30 milliards, ce qui représente 4%. Le ministre nous a dit, je vais d'abord faire un audit pour apurer ou alors pour contrôler, pour vérifier qu'il n'y a pas de fausses déclarations.
Nous nous posons donc des questions. Est-ce que le ministre a fini cet audit pour venir nous donner 4%? La dette de l'État envers les petites et moyennes entreprises est estimée à 750 milliards de francs CFA. Un chiffre non confirmé au Cameroun Business Forum par le ministre Lupaul Motazé avait joué la carte de la prudence. Nous étions parfaitement d'accord, parce que pour nous c'était une excuse, mais nous étions parfaitement d'accord en disant, si le ministre pense qu'il y a des fausses déclarations, qu'il fasse l'audit. Et en faisant l'audit, nous pensions qu'à la sortie de cet audit-là, ce n'est pas 4%. Sur les 31 milliards de francs CFA, les prestataires de l'État bénéficient de 13 milliards et un peu plus de 400 millions de francs CFA. Largement insignifiant selon l'expert. Il faut vraiment que l'État fasse un effort, n'est-ce pas, pour payer les PME, parce que les PME, c'est eux le moteur du développement. Si les PME ne sont pas payés, les PME vont fermer, les PME ne vont pas payer les impôts, et forcément, n'est-ce pas, le développement du Cameroun, nous n'atteindrons jamais l'émergence en 2035. Les dossiers de l'exercice 2017 continuent jusqu'ici d'accuser un retard dans le paiement des factures des prestataires de l'État et de ses démembrements. Vous l'avez peut-être constaté, des jeunes médecins peinent à respecter les conseils des doyens de cette profession face à un plateau technique vétuste et des conditions de travail intenables. Dans les hôpitaux publics, ils sont de moins en moins engagés à sauver des vies. La pratique illégale de la médecine décourage certains médecins face à la fuite des cerveaux. L'Ordre des médecins prescrit une ordonnance pour pouvoir stabiliser ces jeunes médecins au Cameroun. Élisée Bogba et Marcelin Gansop. C'était une rencontre aux allures de conseil de famille. D'un côté, de jeunes médecins visiblement passionnés et en face d'eux, des aînés préoccupés par le bon exercice de la médecine. C'est la maison du médecin ici, on les accueille dans la famille et on leur dit que dans cette famille, voilà le mode de fonctionnement. D'où la leçon d'éthique et de déontologie qui a été faite ce matin, en disant que vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Les devoirs, c'est envers les malades. C'est les malades qui sont notre raison de vivre. Vous devez toujours respecter le malade. Vous devez toujours être à l'écoute du malade. L'humilité, la probité. J'avais entendu tout à l'heure, le médecin, c'est ça. Un médecin ne doit pas... non. Le médecin doit toujours se mettre au niveau de son malade, voire au-dessous, pour lui donner, pour qu'il ait confiance en vous. C'est ça. C'est pour ça qu'on a tenu à les accueillir. Entrez, mais vous ne sortirez plus. C'est un chemin de non-retour. Pour les jeunes médecins qui écrivent les premières pages d'une exaltante carrière, c'est un jeu qui vaut la chandelle que de s'abreuver à la source des plus anciens dans la profession. J'apprécie vraiment cette initiative. Nous sentons désormais médecins au Cameroun. Et c'était l'occasion pour eux aussi de nous dire ce qu'implique prêter serment une fois qu'on est médecin. Donc, les règles que nous devons respecter en tant que médecin. Au moment où je m'apprête à aller sur le terrain, je suis galvanisée, je me sens prête à exercer ma fonction de médecin au Cameroun. Alors nos maîtres qui sont déjà expérimentés, parce que là il faut le dire, il s'agit déjà de jeunes médecins, nous ont entretenus sur déjà les difficultés auxquelles nous ferons face dans un premier temps et sur déjà le devoir du médecin face aux patients. On sort de cette assemblée déjà satisfait et après rassuré. L'exercice illégal est un piège que les jeunes médecins doivent éviter à tout prix et suivre la voie tracée par les plus de 8000 déjà inscrits au tableau de l'ordre depuis sa création. L'autre équation difficile à résoudre est celle de la désertion des formations sanitaires publiques au profit du privé. Un gros caillou dans la chaussure des pouvoirs publics. Pourquoi les jeunes médecins si passionnés, si dévoués, si soucieux de prouver ce qu'ils ont appris pendant tant d'années de formation et de sacrifice quittent l'hôpital public? C'est que probablement l'hôpital public a un problème. Et nous interpellons les pouvoirs publics pour leur dire ce n'est pas normal que les jeunes médecins désertent l'hôpital public. Dans tous les pays du monde, on fait en sorte que l'hôpital public soit l'endroit où le médecin trouve sa gloire. Il rend service et il trouve là les raisons qui lui permettent de vivre dignement, sans envier qui que ce soit. Ce n'est pas le cas actuellement. Les nouveaux maçons, plutôt aguerris, seront jugés au pied du mur de la prise en charge adéquate des malades. C'est un chiffre non négligeable. Plus de 7000 nouveau-nés développent l'hydrocéphalie. Cette maladie rare traduit l'excès de liquide à l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui provoque des troubles neurologiques et la déformation de la tête des enfants.
Comment sauver les jeunes victimes de cette maladie? Des médecins français ont partagé avec des confrères camerounais leur expérience d'opération chirurgicale en la matière. Reportage, Eric Watat et Flavien Dongo. Dans une salle pleine à craquer, des adolescents aux têtes volumineuses occupent une place de choix. Des médecins révèlent qu'ils souffrent de l'hydrocéphalie. L'hydrocéphalie, c'est une maladie neurologique qui est le plus souvent d'origine infectieuse ou malformative et qui crée de la pression sur le cerveau des enfants qui, bien sûr, donne des séquelles et des troubles neurologiques si on ne s'en occupe pas. Ces spécialistes venus d'ailleurs précisent que le non-respect des visites prénatales rentre dans les causes de la maladie qui prend de l'ampleur au Cameroun. Ce que j'ai dit, c'est que je pense qu'il y a plus que 7000 nouveaux cas de spina bifida et hydrocéphalie à Cameroun chaque an. Et c'est basé sur le nombre de la population. Des parents des enfants victimes de l'hydrocéphalie, face aux spécialistes, ont révélé que le coût élevé de la prise en charge au Cameroun contribue à l'aggravation de la pathologie chez les enfants. L'opération était chère, c'était à 1 600 000. Oui, je suis resté chez moi, carrément, parce que je n'avais pas les moyens. Je n'avais ces moyens-là, je n'avais pas. Je suis la grand-mère de Lynn Maeva, qui souffre de l'hydrocéphalie. Elle a 9 ans aujourd'hui. Je suis la mère de Moafo qui souffre de l'hydrocéphalie depuis sa naissance. Vraiment, ce n'est que la souffrance. Tous les jours, les gens se moquent de moi. On dit que vraiment, voilà l'enfant, c'est fin. Jusqu'ici, c'est la chirurgie qui servait de solution. Mais avec l'évolution technologique, le plateau technique de nos formations sanitaires n'est plus à la mode. Obligé donc de solliciter l'expertise qui vient d'ailleurs. Alors la connaissance est là, ce sont les moyens techniques et l'encadrement. Nous avons un programme de ce qu'on appelle formation médicale. Cette formation est privilégiée dans ce domaine de l'hydrocéphalie parce qu'il y a des traitements chirurgicaux qui sont plus récents et qui sont encore plus efficaces que ce qu'on appelle les valves de dérivation que l'on mettait jusqu'à présent. Oui, on peut éviter par réagir à temps, par faire la chirurgie à temps pour l'hydrocéphalie. Pour le spina bifida, on peut l'éviter avec l'acide folique. L'hydrocéphalie ou la spina bifida, qui brutalise des nourrissons et par ricochet des familles entières, trouve des solutions grâce à la mission bordelaise en séjour au Cameroun. Parlons à présent des acteurs de la filière café récompensés pour leur performance dans la production et la commercialisation du café camerounais, des primes d'excellence décernées au bout de 3 jours de conférences, de débats, d'expositions et de dégustation du café. Il y a eu des milliers de participants à la 6e édition du Festi Café qui s'est déroulée dans les principales villes du Cameroun. Reportage. Comme il est de tradition, c'est une soirée récréative qui a constitué la cerise sur le gâteau de la 6e édition de Festi Coffee. Parce que pour quelqu'un, ma femme m'a dit, de mon cœur, si tu veux être un homme robuste, il faut te garder des cafés robustes. C'était le temps des réjouissances, mais surtout aussi celui des récompenses. La Légion étrangère, particulièrement félicitée, ainsi que les acteurs locaux de la filière ont reçu des trophées en guise de célébration et d'encouragement des efforts déployés jusqu'ici dans la production d'un café haut de gamme, envié dans le monde entier. C'est parce qu'on travaille depuis longtemps sur le café pour améliorer la culture du café, notamment le Robusta. Donc à la fois sur les aspects amélioration génétique, mais Thierry Laura vous en parlera. Et puis plus aussi sur le contrôle des maladies, des ravageurs, pour une production la meilleure possible et que les producteurs puissent tirer profit et gagner de l'argent avec leur culture. On essaye, les chercheurs, d'aider comme on peut le Robusta en Afrique et à Madagascar, d'aider surtout dans une optique des producteurs, pour que les agriculteurs gagnent mieux leur vie. Et donc nos travaux de recherche modestement essayent d'améliorer les choses petit à petit. Plus que jamais, le Made in Cameroun s'inscrit à l'école de la qualité pour tutoyer davantage les sommets et se faire une place au soleil. À l'heure du bilan, c'est la satisfaction totale. L'un des défis, j'allais dire des résultats majeurs de ces assises de Yaoundé aura été précisément les avancées enregistrées par les chercheurs, par le colloque des chercheurs
qui se traduira dans les mois, dans les semaines à venir par une meilleure disponibilité des plants. Ils ont trouvé des plants hybrides. Les producteurs pourront disposer de plants en nombre, mais aussi en qualité, avec des niveaux de rendement qui nous permettent d'atteindre les objectifs que nous étions fixés. Festicofi 2018 a battu tous les records en termes de participation et de consommation du café local à Yaoundé et dans plusieurs autres villes du Cameroun, dont Douala, Bafoussam, Konsamba. La dégustation du café Made in Cameroun était à l'ordre du jour. Festicofi 2018 a surtout jeté les bases du futur. Un avenir dont la jeunesse détient les clés à travers le programme New Generation du CICC. La recherche est également appelée à s'intensifier pour trouver des semences au meilleur rendement et moins exposées aux maladies de toutes sortes. Une amorce a été faite, ce travail devra donc se poursuivre. Et je pense que si ces deux problèmes étaient adressés, pas en même temps, mais avec la même efficacité, avec la même urgence, oui, on peut penser que le café Robusta d'Afrique et de Madagascar a de belles pages à écrire dans les très prochaines années. C'est donc un futur fait d'espoir et d'optimisme qui autorise un peu de détente avant de se replonger dans le travail et aller au-delà des 20 000 tonnes de café enregistrées lors de la dernière campagne. En plus de la filière café, il existe une filière coton, textile, habillement qui présente d'énormes potentiels économiques et un véritable vivier d'emploi. C'est la problématique à suivre sur Tendance économique juste après cette édition du 20h. Et autour de 21h, vous suivrez l'émission Horizon Sport, présentée ce soir par Eric Martial Ndiomo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.